va appréhender là directement le corps humain, l'espèce humaine, associée à de la recherche et la santé. Donc, je te donne la parole. Que de choses. Merci. Alors tout d'abord, je me présente, donc Odile Morand. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout mycologue. Donc vous voudrez bien m'excuser s'il y a des petites erreurs scientifiques, n'est-ce pas? Je dis ça à destination de ceux qui s'y connaissent mieux que moi, évidemment. Et j'ai essayé de vulgariser un petit peu les informations que j'ai pu glaner, de façon à ce que ce soit accessible à tout le monde. J'ai compris, ça y est. Donc, tout d'abord, un petit clin d'œil. Comme vous pouvez le voir, les champignons, ça peut prêter à plein d'informations et notamment à un certain humour. Bon, premier, morille muni de son garrot, d'où l'expression garrot-morille. Tous les champignons sont comestibles, ça c'est vrai, mais certains ne le sont qu'une seule fois, évidemment. C'est connu. Et le champignon n'a pas de sexe. L'inverse n'est pas toujours vrai, puisqu'on est dans le domaine de la médecine. Restons-y. Donc on va évoquer un petit peu les propriétés des champignons, avec leurs limites. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan thérapeutique et les pathologies qui peuvent être concernées par la mycothérapie. Et enfin, les recherches, ou les voies de recherche en tout cas, qu'il y a actuellement dans ce domaine. Alors tout d'abord, les propriétés des champignons, il faut dire que c'est quand même très intéressant parce que ce sont des produits qui sont très faibles en glucides et en calories. Donc pour les gens qui sont intéressés par leur silhouette, c'est toujours bon à savoir. Ils sont très riches en vitamines et en minéraux. Alors, déjà, j'ai une petite faute, puisque vous voyez qu'il est écrit « seul végétal ». Alors ça, c'est pas moi, c'est la presse. Donc, comme quoi la presse peut faire des erreurs aussi, n'est-ce pas? En tout cas, beaucoup de médias en font. Donc, toujours est-il qu'effectivement, il est capable de fabriquer, enfin, certains champignons sont capables de fabriquer de la vitamine D, ce qui est quand même rarissime dans le monde des végétaux, en tout cas. Ils vont renfermer d'autres vitamines, comme certaines vitamines du groupe B, ce qui va permettre d'avoir des tas d'avantages, notamment pour renforcer l'ossature, stimuler le système immunitaire, ce qui est un atout qui est très utilisé dans le domaine de la mycothérapie. D'une manière générale, être en bonne santé. On va trouver pas mal d'oligo-éléments également dans les champignons, que ce soit du fer, du zinc, du cuivre, du sélénium. Comme je le disais, donc, ils sont à faible teneur en glucides, ce qui est aussi intéressant parce que certains vont même être utilisés dans le traitement du diabète. Et grâce à leur bonne quantité de fibres, ils vont contribuer à un sentiment de satiété, c'est-à-dire de stopper l'état de faim. D'une manière générale, on peut dire que la plupart des champignons... Alors quand on dit le mot champignon, il ne faut pas oublier que c'est la partie qui est aérienne. Ça, je suis dans la partie des champignons que l'on consomme éventuellement, en tout cas qui sont à l'extérieur. On n'est pas dans le mycorhize. Ensuite, certaines études ont montré que le champignon blanc, alors ce qu'on appelle champignon blanc, c'est justement le mycorhize, pourrait stimuler le système immunitaire. Et ensuite, et ça on va le voir de manière plus détaillée, certains champignons auraient une activité anticancéreuse. Alors, tout ça, ce sont des choses intéressantes, bien sûr, mais, il faut quand même bien qu'il y ait un petit mais,
pas oublier qu'il y a des limites. D'une part, il faut savoir reconnaître les champignons. Alors ça, surtout à quelqu'un comme moi, c'est pas donné. Donc soit on s'y connaît, soit on demande un avis à quelqu'un qui s'y connaît. Alors, j'ai fait allusion aux pharmaciens parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les études de pharmacie, il y avait une option systématique où tous les pharmaciens apprenaient à reconnaître les champignons. Ce n'est plus le cas actuellement dans certaines facultés où c'est devenu une option. Donc tout le monde, les générations à venir de pharmaciens ne sauront pas systématiquement reconnaître les champignons. Donc sachez-le, demandez quand même à votre pharmacien s'il est d'abord capable de reconnaître le champignon avant de lui demander si ça se mange ou pas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des intolérances alimentaires du fait d'une consommation importante des champignons. On pense que c'est en rapport avec la notion de pollution, à savoir que le champignon, il va récupérer les métaux lourds, les produits toxiques environnants. Comme on le disait d'ailleurs, ils ont un rôle un petit peu d'éponge, ce qui permet d'épargner justement les végétaux environnants, mais ils peuvent également fabriquer des substances toxiques. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas en consommer de manière irraisonnée. Ensuite, autre petite annotation, certains champignons, donc, comme les champignons de Paris, on sait qu'ils vont contenir pas mal de potassium. Les variétés Crémini et Portobello vont contenir des propriétés antioxydantes. Le cèpe est également riche en potassium. Il a également pas mal de vitamine D. Les pleurotes et les shiitakes vont être riches en fibres et les maïtakes vont être particulièrement riches en vitamine D également. Ça, c'est un petit peu d'une manière générale. Ensuite, alors je me suis servi d'un livre, pensant bien faire parce qu'il a été édité il n'y a pas très longtemps. Maintenant, comme toute littérature, il faut s'assurer d'où viennent les sources et se poser la question de la véracité de tous les éléments. Toujours est-il que ce livre nous a donné quand même pas mal d'informations en ce qui concerne les propriétés thérapeutiques de la plupart des champignons que l'on va trouver, en tout cas en Europe. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la partie aérienne qui est utilisée dans le domaine thérapeutique, mais le mycélium, donc la partie souterraine, va aussi apporter des principes actifs qui vont être très intéressants dans le domaine thérapeutique. Ensuite, il faut savoir aussi que selon le substrat sur lequel poussent les champignons, ce qu'on appelle substrat, ça va être par exemple les arbres sur lesquels ils poussent, les productions vont être différentes au niveau de certaines molécules. Je vous donne un exemple. Certains champignons qui poussent sur le bouleau, l'arbre bouleau, vont fournir une molécule qui s'appelle le lupéole, qui va être une molécule anticancéreuse. Certains vont produire de la bétuline, anti-inflammatoire, anti-sida et également anticancéreuse, de l'acide ursolique, qui va être un antiviral. Certains arbres, comme le tremble, vont permettre l'apparition d'une autre molécule qui est anti-inflammatoire, antivirale. Le saule va permettre l'apparition d'une molécule qui, elle, va être contre l'ostéoporose. Une liste intéressante, c'est la liste de toutes les pathologies qui peuvent être concernées par ces principes actifs que l'on va trouver dans les champignons et dans les mycorhizes. La candidose chronique. Alors, je vous ai mis en rouge le nom des champignons
pour ceux que ça intéresse, je ne vous ferai pas l'affront de vous les lire, évidemment. Le cancer, et ça, il y a beaucoup de voies de recherche, et en tout cas beaucoup d'autres pays qui utilisent les champignons pour pas mal de cancers différents. La chute de cheveux, le cholestérol, la dépression, les douleurs articulaires, la fatigue chronique, la fibromyalgie, les infections chroniques comme la maladie de Lyme, l'infertilité, l'insomnie, la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson en particulier lorsqu'on évoque qu'elle est souvent liée à une bactérie qui est dans l'organisme, qui est l'Helicobacter pylori, bactérie qui est dans l'estomac. Et on s'est rendu compte que chez 100% des gens atteints de Parkinson, ces personnes avaient eu ou sont porteurs de l'Helicobacter pylori. Donc il y a un lien qui a été fait entre ces deux pathologies. En ce qui concerne des maladies auto-immunes, des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, là aussi, il y a une autre théorie qui existe, théorie qui parle des prions et de l'herpès, un virus, qui serait en partie responsable de la dégénérescence qui apparaît dans la maladie d'Alzheimer. Tout cela pour dire qu'on a trouvé des molécules dans certains champignons qui vont agir sur ces virus ou ces germes de manière à limiter l'évolution de la maladie ou l'empêcher. On parle également de parodontopathie, maladie des gencives, la dysbiose intestinale, les sevrages, le syndrome métabolique, le surpoids, les troubles digestifs, les troubles hormonaux, en particulier toutes les manifestations désagréables au moment de la ménopause, c'est pas négligeable, et des effets indésirables des vaccinations, parce qu'il y a certains vaccins qui posent quand même des problèmes. Tout ça pour dire qu'en Europe, on a beaucoup de domaines où effectivement les champignons peuvent avoir un rôle. Il n'y a pas qu'en Europe. Il n'y a pas qu'en Europe. Et je voudrais quand même citer certaines choses qui, moi, m'intéressent beaucoup parce que je trouve que ça mérite réflexion, à savoir que la médecine traditionnelle chinoise, depuis plus de 2000 ans, elle va utiliser les champignons dans sa thérapeutique. Alors, elle va l'utiliser de manière bien précise, c'est-à-dire que certains champignons vont être associés à certaines pathologies. Je peux vous en citer quelques-uns, comme le Cordyceps sinensis, comme le reishi, la crinière de lion, le shiitake, le maitake, les polypores, les champignons du soleil, la queue de dinde, la pleurote en huître, le coprin, l'hydre hérisson, le chaga. Et tous ces champignons, on sait qu'ils ont beaucoup d'intérêt au niveau du système immunitaire, au niveau de la vitalité et au niveau de la cancérologie. Et c'est quand même pas négligeable de savoir que certains utilisent ces produits depuis plus de 2000 ans. En ce qui concerne la recherche, je vous ai mis cette petite image qui représente le remerciement, en tout cas à une université aux États-Unis qui a fait des recherches, mais il y en a eu plein d'autres. Il n'y a pas eu que dans cet endroit-là. En tout cas, il y a plein d'endroits où on s'est rendu compte qu'une molécule que nous allons voir, une molécule qui s'appelle la psilocybine, contenue dans les champignons, donc, avait un rôle important pour soigner la dépression. Et donc, on s'est penché là-dessus il y a plus de 10 ans déjà, et on s'est aperçu qu'effectivement, non seulement c'était utile,
mais surtout que ça permettait d'éviter certains problèmes de résistance qu'on pouvait rencontrer avec des molécules chimiques. Ça évite aussi une certaine accoutumance et ça ne se limite pas à la dépression, puisqu'on peut aussi l'utiliser pour pas mal d'autres pathologies du même type, et notamment le stress post-traumatique et certaines formes d'anxiété. C'est intéressant aussi de savoir que ces essais qui ont été faits, c'est à partir d'un champignon qu'on appelle un champignon magique. C'est une molécule qu'il faut savoir doser pour éviter justement les effets secondaires de type hallucinogène et savoir l'utiliser à bon escient en termes de fréquence et de quantité. Enfin, aujourd'hui, on parle aussi de... Alors, je vous ai fait encore tout un blablabla. Vous remarquerez que ça peut s'écrire de deux manières, hein, la molécule. Le Y peut être mis à deux endroits différents. Ça, c'est pas moi. Hein. C'est plusieurs articles qui l'écrivent de manière différente. Donc, on s'est rendu compte aussi que cette molécule pouvait avoir un autre intérêt. Et cet intérêt, ça serait justement en ce qui concerne la dépendance. C'est utile de savoir qu'effectivement, il y a des recherches en cours en Europe, mais il n'y a pas que la dépendance, même si je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait en dire. On s'est rendu compte également que dans le cas de la mucoviscidose, l'INSERM en particulier fait des recherches à ce niveau-là, et qu'il y a une molécule qui aurait justement un intérêt thérapeutique. Il faut préciser que la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, à savoir que ça correspond à la mutation d'un gène au niveau de l'organisme concerné, et que cette molécule corrigerait la mutation génétique. Donc ça va loin quand même. Et ça permettrait donc la réduction des symptômes et la mortalité serait d'autant plus repoussée. Il ne faut pas oublier que dans le domaine de la mucoviscidose, actuellement, l'espérance de vie est d'environ 40 ans. Ce qui est mieux qu'il y a quelques années où beaucoup d'enfants qui naissaient, je parle de ça il y a une quarantaine d'années seulement, quand les enfants naissaient, on savait que leur espérance de vie, ça ne dépassait pas 20 ans. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin et on espère encore qu'avec justement cette molécule 2,6-diaminopurine DAP, donc, comme on l'appelle, qui vient d'un champignon qui s'appelle l'Epista flaccida, pour certains qui connaissent. Un autre domaine encore intéressant, c'est la myopathie de Duchenne. Myopathie de Duchenne qui est une mutation, elle, au niveau de la séquence d'ADN. Et cette mutation entraîne une mauvaise production de protéines qui, elle, est responsable du dysfonctionnement et notamment des troubles musculaires qui peuvent apparaître. Donc on a trouvé aussi une possibilité d'améliorer ce problème-là. Et enfin, il y a d'autres recherches qui sont en cours, et notamment au niveau de certaines atteintes oculaires, au niveau de certaines démences. Bref, toujours est-il que je pense qu'il y a un avenir très intéressant pour ceux qui veulent continuer à faire de la recherche dans le domaine des champignons. C'est vrai que s'il y avait un petit peu plus de moyens, ça permettrait d'accélérer certainement la recherche. Et il ne faut pas oublier non plus que dans notre civilisation, on n'en est qu'au balbutiement et qu'il y en a certains qui savent utiliser déjà les champignons depuis très longtemps et à bon escient. Merci en tout cas. Merci beaucoup Odile. Et juste pour corroborer, approfondir ce que tu évoquais sur la médecine chinoise, qui va exactement dans ton sens, mais qu'on va peut-être compléter.
faut préciser que dans la médecine chinoise, l'acte de médecine n'est pas pour soigner, mais pour maintenir en bonne santé, ce qui n'est quand même pas du tout la même appréhension de la santé et du soin. Pour exemple, les consultations sont assez régulières, été, puisqu'évidemment les choses changent, donc ça peut revenir, ça repart, mais on paye le médecin lorsqu'on n'est pas malade. Si on est malade, on ne le paye pas parce qu'il a mal fait son travail. Assez intéressant et qui va dans le sens, évidemment, on va utiliser énormément de choses.